n'a que 10 minutes de retard, donc tout va bien. Très bien. Alors pour clôturer cette matinée, on voulait avoir un petit retour d'expérience, prendre la thématique et la lourde responsabilité de ce qu'est le responsable de sécurité système d'information. Il y a beaucoup d'appellations, CISO, DSSI, RSSI, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce rôle-là qui devient de plus en plus essentiel. Justement, quand on a des organisations qui se font attaquer, la première personne qui est en première ligne, c'est ce RSSI, le pauvre, qui doit avoir forcément un quotidien pas évident, il doit gérer le stress, il doit garder, on va dire, la patate, c'est ça, il doit rassurer, communiquer, garder un bon mental, s'entraîner surtout pour la gestion de crise. Et justement, donc là, on a parmi nous, donc c'est vrai que là, il y a Siouls Flahi, RSSI au sein de Eurafrique, on aura l'occasion d'en parler. Et peut-être avant de vous donner la parole, je me permettrai de demander à M. Joël Courtois d'introduire un petit peu la thématique, toujours. C'est surtout qu'il y a le rôle du RSSI, mais avant d'arriver au rôle, il y a des compétences. Et donc les compétences, vous avez fait une étude, vous avez défini une matrice croisée, c'est bien ça, une étude que vous avez fait avec IBM et un autre acteur de conseil. Peut-être que ça serait intéressant de partager un petit peu ce retour d'expérience, comment vous voyez la matrice de compétences du RSSI d'aujourd'hui, de demain ou même d'hier. Merci. Alors oui, effectivement, il y a eu plusieurs travaux qui ont été menés sur le sujet. D'abord parce que la définition du RSSI, elle est très variable. Selon que vous êtes dans une petite structure où le RSSI, c'est celui qui va régler le serrage des vis dans l'armoire jusqu'à celui qui est dans un grand groupe et qui va avoir une mission attachée parmi d'autres collègues qui eux-mêmes dépendent d'un DSSI. On a une variété extrêmement grande de postes. Mais ce sont des personnes qui ont des responsabilités énormes et un stress. Je voyais dans le journal du net hier ou avant-hier une étude qui est sortie et qui montre que 48% des RSSI s'annoncent au bord du burn-out, prêts à craquer, 30% mettent sur le dos de leur métier leur récent divorce. Donc ça peut quand même aller assez loin. Hein. Et l'une des difficultés, c'est que la formation, elle est très souvent purement technique de ces RSSI. Or, il y a tout un aspect de communication, un aspect de management de la crise et management de la période de non-crise. On a réalisé également qu'il y avait des périodes de stress très intenses qui apparaissent quand il n'y a rien. Mais le fait qu'il n'y ait pas de risque fait monter le niveau de stress en disant s'il ne se passe rien, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver. Et on en est amené à gérer le stress de la crise, mais le stress de la non-crise également. Alors, on s'est penché un petit peu sur le sujet. On l'a dit tout à l'heure, j'étais à la direction générale de l'EPITAI jusqu'à il y a un petit peu plus d'un an. J'ai installé EPITAI dans le campus cyber la Défense, ce projet un peu totem monté par la France qui veut réunir dans un même lieu physique tous les acteurs de la cybersécurité. Il y a plus de 200 entreprises qui sont dans cette tour et j'avoue que ça fonctionne. Parce que des gens que vous rencontriez habituellement tous les 6 mois dans des conférences, vous les voyez tous les midis à la cafette et ça facilite beaucoup les process. Eh bien, il y a des groupes de travail qui se sont montés dans ce campus cyber et entre autres, il y a eu un groupe de travail sur la définition des compétences. Alors, ça a amené à des résultats. Je vous en ai amené quelques exemplaires et puis pour ceux qui veulent vraiment le regarder dans le détail, il faudra prendre la version numérique parce que c'est parfaitement illisible. Voilà, vous avez d'un côté la liste des métiers, dont les différents postes de RSSI, et puis de l'autre côté, vous avez la liste des compétences. Et vous avez une matrice qui vous permet de vous positionner, et surtout qui est très intéressant, parce que je crois que la formation continue, on en reparlera dans la journée, mais la formation continue est un des éléments de réponse essentiels à la crise des compétences. On n'arrivera pas à répondre aux besoins uniquement par la formation initiale. Donc il faut aller chercher ceux qui sont déjà dans les entreprises, qui ont la culture de l'entreprise, et les faire migrer. Et bien avec ce genre de matrice, vous prenez des personnes qui sont déjà dans des services informatiques ou pas, et puis vous regardez quelles sont les compétences qu'ils doivent acquérir pour arriver à tel ou tel poste. Donc je pense que c'est un outil qui est très, très intéressant et donc qui est à la disposition. Ça fait partie de ce qu'on appelle les communs de la cyber, donc des travaux qui sont menés dans le campus cyber et qui sont ensuite mis à la disposition de toute la communauté.
Et puis un deuxième exemple que vous citiez, ce sont les entreprises qui viennent nous voir en disant on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à avoir les bonnes compétences, le métier il change tellement vite, donc on va travailler avec elles sur l'identification de ce qu'est aujourd'hui le RSSI idéal ou l'expert de tel et tel type idéal. Et c'est un travail qui prend un petit peu de temps. On travaille sur toutes les mises en situation professionnelle, c'est-à-dire quels sont les types de problématiques, quelles sont les difficultés auxquelles on veut que cet expert soit capable de répondre. On essaye d'identifier toutes ces situations, et puis à partir de ces situations, eh bien, on va faire émerger les compétences, les regrouper, les dissocier, les mettre en catégories. Donc ça peut amener à des petites choses, ça c'est un autre document, j'en ai amené quelques-uns aussi, de ce que peut être un expert en sécurité de la système d'information, qui a été monté, c'est la vision, vous avez là la vision de deux grosses sociétés qui sont IBM et Deloitte, et qui ont décomposé ce métier d'expert en cybersécurité entre les activités purement techniques de sécurisation du système d'information, la problématique des données, des développements, la gestion du risque, et puis la réponse aux incidents. Voilà, donc ce sont des petits exemples, je vous en ai amené quelques-uns, mais tout ça est téléchargeable, pour bien vous montrer la complexité de ce métier de RSSI, et de la nécessité de faire évoluer ce métier, de faire des montées en compétences régulières des personnes, même ceux qui sont en place aujourd'hui, très souvent ont des lacunes sur tel ou tel point, en particulier les points non techniques auxquels ils n'ont pas été préparés. Et cela a un seul but, évidemment, éviter que votre RSSI ne craque, qu'il ne vous abandonne dans ses missions, le fidéliser dans votre entreprise et faire qu'il soit heureux dans son job et qu'il ait le plus haut niveau de compétences dans l'exercice de son métier. Très bien. Il y a des retours plus précis. Alors justement, dans la complexité de la décomposition des compétences du RSSI, si on parle de l'arrivée de la technologie, donc là on parle de l'intelligence artificielle et le développement de tout l'outillage qui permet finalement d'automatiser, de libérer du temps au RSSI, est-ce que vous voyez un impact considérable justement sur l'évolution de ces compétences pour un RSSI d'aujourd'hui ? Oui, si je reprends la parole un instant. Oui, bien sûr, c'est un avantage, mais ça peut aussi avoir un inconvénient. Je crois que je l'ai cité tout à l'heure. Au sein des SOC, vous avez des experts, et dans le job du RSSI, on va retrouver la même chose. Vous avez des experts qui, d'un seul coup, se sentent dépossédés d'une partie de leur travail parce que des outils le réalisent de façon automatique. Ça veut dire que ça encourage le fainéantisme dans l'apprentissage, par exemple ? Non, ça encourage le stress de se dire je suis de moins en moins bien préparé. À une époque, je travaillais dans la surveillance des centrales nucléaires. Quand votre opérateur n'a plus rien à faire, parce que les automatismes réagissent à sa place, le jour où il arrive un incident, il est beaucoup plus mal qu'avant. Parce que être au contact tous les jours de l'action, bien, ça vous forme, ça vous donne une certaine réactivité. Quand l'action devient de plus en plus rare, ça fait augmenter votre niveau de stress. Donc ces outils sont bien entendu essentiels, mais il faut que quelque part, le RSSI ou l'opérateur de SOC, pour reprendre d'autres exemples, aient leur rôle à jouer dans le fonctionnement du système pour qu'ils ne se sentent pas dépossédés et surtout qu'ils maintiennent là aussi leur niveau de réactivité et de compétence. Tout à fait. Et justement, on va passer à l'illustration. Nous avons avec nous M. Younes Fellahi. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. On vient de parler des compétences. Et je pense également que les RSSI dans les entreprises sont différents pour la simple et unique raison. Ils sont également impactés par l'organisation et la gouvernance au sein de l'entreprise. Typiquement, nous avons des RSSI aujourd'hui organisationnellement qui vont dépendre du directeur des systèmes d'information, des RSSI qui vont dépendre directement de la direction générale. Donc tout dépend du curseur, où est-ce qu'on met peut-être l'importance, où on peut mettre la liberté au RSSI dans l'exécution de son job au quotidien. Et peut-être, ça serait intéressant, vous qui étiez RSSI dans un grand groupe en France, vous êtes venu au Maroc, vous avez été RSSI chez Mazen, Marjan Holding, et aujourd'hui vous êtes chez Eurafrique. Donc, je pense la meilleure illustration peut-être pour nous donner votre vision sur, si ce n'est que prendre les 4 structures où vous avez joué ce rôle-là, et comment vous avez vécu justement ces différences d'organisation et l'impact sur votre quotidien. C'est en général très difficile de parler
On le sent encore traumatisé quand même. Ouais, c'est ça. C'est le fameux stress dont parlait M. Courtois. Non, mais c'est vraiment très enrichissant ce qui a été dit par M. Courtois, parce que finalement, plus il allait dans sa démonstration, plus je me voyais dans ce qu'il avançait. Bon, il y a quelques points sur lesquels peut-être je pourrais amener peut-être une autre idée, mais globalement, le métier de RSSI, moi je pense qu'il est intimement lié au secteur de l'activité aussi de l'entreprise, parce que il y a du bon sens dans le métier de RSSI, c'est beaucoup d'hygiène et de mesures à travailler au quotidien, comme quand on se lève, on se brosse les dents, etc. Et donc tous ces éléments-là, c'est du bon sens. Mais il y a aussi la question de la conformité. Alors je ne dis pas qu'il faut profiter de la conformité pour faire de la cybersécurité, c'est les deux à la fois. Hein. Donc la cybersécurité permet de garantir le niveau de conformité, et la conformité exige aussi la cybersécurité. Donc nous, on se retrouve. Ce que je veux dire par là, de façon très très simple, vous allez être RSSI dans une organisation où il n'y a pas une pression réglementaire. Vous avez beaucoup plus de chances du coup d'être dans une entreprise où il ne va pas être spécialement attiré par ces questions d'hygiène. Sur la partie système d'information, vous allez avoir du mal à justifier certains investissements, et ça, je l'ai vécu. A contrario, quand vous êtes dans une entreprise avec pression réglementaire, il y a déjà la réglementation qui va couvrir qui va parler en votre nom pour aller justifier certains budgets, mais il ne faut pas que ça soit maladif. Il ne faut pas que ça soit juste parce que la CNDP m'a dit, juste parce que la DGSSI m'a dit, juste parce que ceci, cela, que je travaille ça, sinon on serait toujours un petit peu derrière. Ou des exécutants. Des exécutants, on sera derrière du coup, et on n'aura pas cette composante que moi je veux amener aujourd'hui, qui est l'innovation dans le métier de RSSI. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de HRBP, les RH en tant que business partner, et moi j'ai envie qu'on parle aussi de la partie sécurité en tant que business partner, et qu'on ne soit pas un centre forcément de coûts, mais qu'on soit aussi dans les business plans des projets, des grands projets. Et ça pour moi c'est la réussite. C'est sur quoi j'oriente aujourd'hui moi en tout cas mes agissements. C'est pour paraître plutôt innovant, plutôt aller chercher des choses qui s'inscrivent dans la stratégie métier de façon claire. Aujourd'hui, on a toujours parlé de l'Identity and Access Management, l'IAM, etc. Mais moi, je parle aussi de Customer Identity, comment je gère mes clients. C'est pas comment je sécurise mon système d'information, mais je commence à devenir un produit aussi qu'on pourra aussi monétiser, faire un business plan dessus, etc. Et donc là, le prisme, il change un petit peu en termes de gouvernance. Quand vous êtes dans la décision, le prisme change, etc. Parce que voilà, le RSSI gendarme, à un moment donné, vous vous faites plein d'ennemis. D'accord, parce qu'il y a un process. Alors justement, j'allais vous dire, est-ce que vous vous sentez souvent détesté ? Alors, ça dépendra de la maturité, parce que finalement, soyons honnêtes, un des principaux domaines d'intervention du RSSI, c'est l'intégration de la sécurité dans les projets. D'accord ? Et je ne sais plus qui a parlé de voitures qui étaient bien équipées, etc. Mais il y avait des contraintes. Il y a des contraintes aussi dans la voiture. D'abord, il est bridé en termes de vitesse. Hein, et puis vous montez dans la voiture, vous faites la ceinture. Il y en a qui ont, comme moi, un petit. Je m'en passerai bien. Mais non. Mais finalement, non. Et effectivement, donc on a appris à vivre avec. C'est là où effectivement la gestion des risques elle est très importante. C'est-à-dire que le RSSI qui dit non, moi c'est hors de question, c'est terminé. Je trouve que c'est pas la bonne approche. La bonne approche c'est d'accord, on a une problématique.
Il y a une gestion des risques qui a été faite, il y a un impact, il y a une exploitabilité qui a été bien démontrée. Quelles sont les mesures de contournement, etc., qu'on peut mettre en place. Et le cas échéant, et là j'invite, je ne sais pas s'il y a des RSSI ou des professionnels, notre rôle, c'est pas de dire non, notre rôle c'est de démontrer qu'il y a un risque et de laisser la décision. Nous, on est des outils d'aide à la prise de décision. Si on commence à s'immiscer dans le business pour arrêter le business, au bout d'un moment, qui va nous payer, nous? Donc il y a un moment donné où... Je rajouterais que le RSSI doit être aussi... il ne suffit pas de dire non à tout. Le RSSI doit être aussi force de proposition, d'apport de solutions de contournement. Parce que oui, ça coûte cher, il y a des risques. On fait une évaluation, une étude de solutions, ça rapporte, entre guillemets, rien. Mais le RSSI doit pouvoir proposer des solutions de contournement tenant compte on va dire aussi du chiffre d'affaires de l'entreprise, hein, parce qu'on n'est pas là pour dépenser, on est là pour réduire les risques, mais aussi prendre en compte l'architecture, l'existant, la stratégie de l'entreprise, les orientations aussi de l'entreprise, des enjeux pour sécuriser au mieux le système d'information. Alors, je vais juste repartir sur la deuxième partie parce que j'avais juste répondu sur la première partie. Oui. Vous avez évoqué, Mohamed, le problème organisationnel, hein, sur le rattachement Absolument. du RSSI, etc. Ça mérite une clarification et c'est quand même problématique pour le métier de RSSI. Vous l'avez dit, aujourd'hui la majorité, en tout cas, ça dépendra aussi de la maturité du pays en entier, en termes d'inclusion des métiers de cybersécurité, etc. Mais dans tous les cas, ce qu'on a constaté au Maroc depuis que cette notion de RSSI est devenue obligatoire, c'est devenu obligatoire depuis quand? C'est depuis la DGSSI, depuis la création de la première version de la DNSSI, où la première fois, on voit l'une des premières clauses, l'organisme doit désigner un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc je vous laisse imaginer, il y a plein d'organismes qui ont dit, mais c'est quoi un responsable de la sécurité des systèmes d'information? Justement, tout à l'heure, sur les autres tables rondes, la prise de conscience est là une vitesse qui dépend déjà de l'entreprise, qui dépend de la nation. Et justement, donc, une fois il y a la loi qui tombe, bien entendu, il y a j'ai envie de dire une conduite de changement, une perception surtout des décideurs de comprendre l'intérêt. Parce que c'est vrai que souvent, le métier du garant de la cybersécurité, je pense par erreur, elle est adossée à l'IT manager. Tout simplement, sans parler de DSI, etc. Donc là, je pense qu'il y a plus de maturité peut-être dans les grandes entreprises. Là vous êtes passé justement par ces grandes entreprises. Mais vous, c'est-à-dire si vous parlez de votre vécu, j'imagine que les entreprises par lesquelles vous êtes passé n'ont pas forcément le même mindset, etc. L'idée, c'est pas de pointer une société en particulier, mais peut-être le fait que vous avez vécu 4 expériences, il serait peut-être souhaitable de partager comment vous avez vécu la vitesse en fonction de l'organisation pour laquelle vous avez travaillé. Oui. En fait, effectivement, moi j'ai vécu en fait le poste de RSSI rattaché à une DSI, d'accord. Et au final, j'ai très vite atteint mes limites parce que, encore une fois, peut-être la formation et mon parcours en tout cas font que je traite la question de la sécurité avec passion, etc. C'est-à-dire qu'au-delà du poste en soi, etc., il y a quand même une conviction. J'ai mes propres convictions, mes idées, et puis je veux les développer dans mon métier. Et donc, à un moment donné, on arrive à la limite. Je dirais que 70% des prérogatives d'un RSSI vont tourner autour de la question de contrôle, d'audit, etc. Bon, il y a la définition des politiques de sécurité, la stratégie, l'analyse de risque, la partie detection and response, on va l'englober comme ça, c'est le SOC, c'est la partie red teaming, etc. Mais il y a quand même une vraie activité de contrôle.
Parce qu'il ne suffit pas d'écrire des politiques, il faudra veiller à ce que ça soit mis en œuvre. Et très clairement, la problématique, elle est très simple. Vous allez commencer à un moment donné à faire des contrôles en tant que RSSI sur des opérations de votre supérieur hiérarchique. La question, elle est simple. Oui. La problématique, elle est vraiment simple. Donc, vous vous mettez dans une situation un petit peu délicate, mais surtout que vous mettez le DSI dans une situation de non-conformité. C'est lui qui est en non-conformité, il est juge et partie. D'accord ? Donc, à partir de là, il est clair qu'il faut sortir, en tout cas de mon point de vue, le RSSI de la DSI pour qu'il puisse exercer pleinement. Alors maintenant, revenons aux bonnes pratiques. Les bonnes pratiques internationales, c'est le RSSI, il est rattaché à la direction générale. Parce que c'est un élément de décision, de prise de décision. Le RSSI est un outil qui permet d'aider à la prise de décision. Comme un DPO ? Comme le DPO, exactement. C'est exactement comme le DPO. Il faut qu'il puisse aussi pouvoir exiger, et puis les contraintes de la CNDP, ils peuvent être aussi, enfin de toute réglementation de données personnelles, ils peuvent être des contraintes qui sont assez fortes, qu'il faudra les prendre en considération, parce que c'est quand même au-delà de la question réglementaire, encore une fois. Il y a la pression réglementaire, mais il y a l'hygiène, il y a aussi le positionnement de l'image de l'entreprise, et la confiance permet de vendre. Juste pour information, c'est bien aussi. La confiance, il permet de vendre et s'inscrire dans une stratégie de business partner. De toutes les façons, vous parlez des bonnes pratiques, et je pense aujourd'hui, on est en 2023, les bonnes pratiques arrivent après un retour d'expérience. Parce qu'il y a une dizaine d'années, la question ne se posait limite pas. Le RSSI, c'est une cellule, c'est un département, une division dans la direction des systèmes d'information. Je pense qu'il y a une maturité dans la prise de conscience de l'importance de la cybersécurité dans les organisations ou dans les institutions en général. Et donc là, c'est vrai qu'on arrive à cette conclusion. Peut-être, Insata, si tu veux commenter, toi qui accompagne également des RSSI, et peut-être tu as vu également ces évolutions, et voir peut-être si tu as des RSSI qui se plaignent, peut-être soit par rapport à une problématique organisationnelle ou pour d'autres contraintes qui les freinent dans l'avancement de leur projet. Alors, des RSSI qui se plaignent, tout le monde se plaint quand on n'a pas de moyens pour déployer ces solutions de sécurité, l'absence de l'adhésion aussi de la direction, parce que oui, c'est bien beau d'être RSSI, d'être nommé RSSI, mais il faut avoir déjà la posture, on va dire son positionnement dans l'organisation, déjà qui donne aussi son statut, le poids aussi de ses actions. Deuxièmement, le RSSI, on n'a pas la même définition du RSSI d'une petite entreprise à un grand compte. Déjà. Le responsable veut dire quoi? Dans un grand compte, le RSSI va être une personne qui est, en général, rattachée à la direction générale. Et dans des petites structures, des PME, c'est celui qui va faire le travail en tant qu'opérationnel. Donc déjà, il y a besoin de définir ce que c'est qu'un RSSI. Je ne dis pas vrai ou faux, ça c'est pas le débat, oui. Mais c'est de définir quelles sont les missions d'un RSSI. Je pense que ça rejoint ce que disait M. Courtois sur cette notion de compétence, parce qu'en fait, les compétences vont répondre à qu'est-ce qu'on veut voir dans le RSSI. Justement. Et donc là, pour revenir un petit peu sur le sujet de l'organisation, dépendance et l'impact, je fais une transition sur la vie quotidienne. Vous, en tant qu'acteur, vous vivez cette vie quotidienne avec tout le stress qui va bien. Et là, je vous pose la question à vous deux en même temps. Donc après, il y a le côté terrain, il y a le côté pédagogique, formation. Si on s'attarde justement sur les skills nécessaires pour tout ce qui est gestion de crise et gestion du mental, parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération et surtout de prendre la bonne décision au bon moment. Oui, Insata ? Oui, je pense que pour répondre à la question, pour moi, le RSSI doit être... alors, on peut l'appeler le mouton à 5 pattes, hein, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais le RSSI, il doit avoir des compétences juridiques, techniques, communicants
manager, parce qu'il doit faire fédérer tout le monde, et dernier, il doit être un auditeur. Donc, je laisse monsieur le RSSI poursuivre. Oui, oui, bon, vous avez raison. Vous avez raison. Bon, après, effectivement, si on revient, la question est portée sur la gestion de crise. Oui. Spécialement ou Non, en fait, ce qui nous intéresse, en tout cas, j'essaie d'aborder le débat pour le maximum de témoignages de votre vécu, parce que la gestion de stress au sens large, ça peut être la pression de conformité, comme ça peut être la gestion de crise. Effectivement. Bon, il faut travailler dans un environnement qui est méthodologique, d'accord ? Et donc, il faudrait mettre une stratégie, il faudrait mettre des guidelines, il faudrait embarquer avec... je parle du RSSI, hein. Il faudrait qu'il embarque aussi sa direction générale dans son programme pour qu'il puisse en fait se sentir déjà comme partie prenante de son organisation. Donc ça, je pense que c'est clair. Donc ça nous met dans une situation assez confortable de savoir qu'on a des comités qui portent sur la sécurité, on a des rendez-vous avec la direction générale, on rencontre et puis on obtient des budgets et du sponsoring. À côté de ça, effectivement, c'est là où je voulais revenir tout à l'heure sur le SOC, par exemple, qui est une composante, c'est des équipes, mais pas que ça. Il y a certains métiers dans la sécurité où effectivement, ce sont des métiers de supervision et du coup, ceux-là, en fait, au-delà de leur fiche de poste, qui est la supervision des incidents de sécurité pour un SOC analyste, par exemple, c'est de ne pas en faire la mission dorsale. C'est-à-dire que s'il doit juste surveiller une guirlande de Noël, et quand il s'allume, à ce moment-là, il bosse, et quand il ne s'allume pas, il est en train de la regarder, à ce moment-là, ça va. Mais vous savez, c'est la problématique... on dit souvent qu'il faut séparer le build du run. Mais le gars qui fait tout le temps que du run, il se sent un peu sous-valorisé, etc., etc. Et puis il envie aussi les gens qui font du build, etc., etc. Donc un mix des deux où il y a d'autres systèmes. Il y a d'autres systèmes. Moi, j'étais dans des organisations qui refusaient de séparer le build du run parce que ceux qui faisaient le run avaient tendance ou avaient un taux de turnover qui était assez important. Donc c'est exactement la mission. Aujourd'hui, un SOC analyste, pour moi, c'est quelqu'un qui surveille les indicateurs, mais surtout en fait mais ce n'est surtout pas sa mission principale. Sa mission principale, c'est améliorer les processus de détection, etc. On a des métriques, hein, je ne vais pas parler du SOC, mais par exemple le mean time to detect, le MTD, qui est le temps de détection, ben ça, c'est des process qui se travaillent pour finalement le réduire et pouvoir détecter le plus rapidement. Ça passe par de la threat intelligence, de reverse engineering, de tester des exploits, de faire des scans de vulnérabilité. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Et effectivement, lorsque la guirlande s'allume, il doit tout laisser pour aller traiter le sujet. Et donc là, il se sent quand même valorisé. Mais c'est valable pour tout. J'ai pris cet exemple-là parce que M. Courtois en a parlé. Et donc voilà. Donc, pour moi, vraiment, aujourd'hui, la question des compétences, elle est cruciale. Nistata l'a rappelé, Joël l'a rappelé aussi. Pour moi, aujourd'hui, sortir un RSSI de l'école, ça va être compliqué. On va pouvoir sortir des professionnels de la cybersécurité qui ont des bonnes prédispositions pour aller vers les métiers du RSSI. Parce que cette confiance, cette gestion du stress, ces skills de management,
d'équipe, etc. etc. Cela, malheureusement, il n'y a qu'une seule école qui permet de l'avoir, c'est le terrain. Mais par contre, si on n'a pas les bonnes prédispositions, oui, qu'ils soient techniques, qu'ils soient en termes de savoir-être, de soft skills, voilà, de savoir-être, etc. Cela, par contre, on peut les enseigner. Il y a des bonnes écoles qui font ça, etc., etc. Cela, ils vous amènent rapidement, ils vous raccourcissent le chemin pour atteindre les postes de RSSI. Peut-être, Monsieur Courtois, si vous pouvez revenir sur l'étude, vous avez fait la matrice croisée. On a eu un retour d'expérience terrain. Vous avez senti le malaise positif, hein, dans le sens, ce n'est pas forcément une seule réponse, il y a plusieurs voies, mais au niveau de la convergence sur le profil, je pense qu'on est tous d'accord qu'en sortant de l'école, on ne peut pas devenir RSSI, si ce n'est que par une expérience de vivre, des expériences qui nous, on va dire, qui nous ramènent à la réalité. Il y a la posture, il y a tous les aspects management qu'il faut apprendre. Justement, vous, comment vous avez construit cette matrice croisée pour répondre à quelle catégorie de profil? Est-ce qu'on est en train de parler des étudiants pendant leur cursus de formation continue, ou c'est des reconversions, ou c'est des personnes qui sont déjà dans le monde professionnel qui espèrent devenir un jour RSSI? Non, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, hein. On a bâti cette matrice d'abord pour essayer d'être le plus exhaustif possible en créant des catégories de compétences, entre des compétences techniques, des compétences transversales, et puis on l'a conçue aussi pour qu'elle soit utilisée comme outil d'évolution. Donc si on la prend sur un seul axe, quelle est la liste des compétences, je vais suivre une formation, mais on ne se prétend pas effectivement RSSI, ou alors de la boulangerie du coin, mais on n'est pas RSSI en sortant de l'école, effectivement, hein, il y a une période de terrain à avoir, et puis si on n'est pas en formation initiale, si on est en formation continue, eh bien on regarde quelles sont les compétences à développer pour arriver vers ce métier. Mais il restera toujours la question organisationnelle qui a été évoquée, et je crois qu'elle est importante. Ce qu'il faut en retenir de ce qu'on a pu essayer de vous dire tous les uns et les autres, c'est que le RSSI, il est attaché au COMEX ou au directeur général. Mais pour que ça ait un sens, il faut que ce COMEX et ce directeur général soient eux-mêmes sensibilisés. Si ça ne les intéresse pas, ça ne sert à rien de les rattacher. Mais les sensibiliser, c'est pas très compliqué. Vous savez, un directeur général, ça se traumatise comme tout le monde. Vous lui expliquez que pour la prochaine attaque au président que va subir son entreprise, que vont faire les hackers? Ils vont commencer par s'intéresser à sa famille. Ils vont commencer par suivre ses enfants sur les réseaux sociaux. Ils vont peut-être même les suivre à l'école. Ils vont vous expliquer comment ils partent en vacances, ce qu'ils font. Et là, vous voyez le regard de ce PDG qui vous expliquait que ouais, la sécu c'est bien, mais il a d'autres choses à faire. Quand vous lui dites que ses enfants sont menacés, curieusement, il vous écoute un petit peu plus. Et quand vous lui dites qu'il a une responsabilité personnelle d'engager en cas d'attaque de son entreprise, ouais, là aussi, comment ça, personnel, j'y suis pour rien, moi, si c'est une passoire. Si, c'est vous, légalement, c'est vous le responsable. Là, il va changer aussi. Donc, sensibiliser les responsables d'entreprise, sensibiliser les COMEX, c'est faisable, mais là, il faut aussi que cette démarche, c'est faisable, il faut que quelqu'un la déclenche. Alors, elle peut être déclenchée de plusieurs façons, elle peut être déclenchée par un aspect réglementaire. On pourrait avoir aujourd'hui dans la fiche d'aptitude à diriger une entreprise le fait d'être passé par une sensibilisation à la cyber. Ça peut passer par les assurances. Je ne vous assure pas, si vous n'avez pas tous le premier niveau de formation, et sinon je n'assure pas votre entreprise. Voilà, donc il peut y avoir des moyens qui amènent à former ces dirigeants, ensuite que ces dirigeants prennent la responsabilité, prennent la décision, de rattacher le RSSI directement à eux ou à leur COMEX. Et puis ça va déjà nettement faciliter la vie de ces équipes. Après, il y a toute une organisation encore, il y a différents niveaux, comme ça a été évoqué. Mais je crois que ce sont les premières étapes, et là, l'État peut jouer un rôle important, les assurances peuvent jouer un rôle important, la législation peut faire que l'on attaque aussi par le haut, et en cascade, ça redescendra de façon beaucoup plus simple. Mais c'est un métier complexe. On l'a vu qu'il y a des facettes extrêmement variées selon le type d'entreprise. Donc, ces études, si vous me posiez la question, c'est la mise en situation professionnelle. Toujours revenir à ça. Vous n'êtes pas content du job que fait votre équipe, eh bien, vous n'en êtes pas content. Pourquoi? Ou quel est le cas sur lequel vous pensez que les choses se sont mal passées? Et il faut revenir toujours à cela, parce qu'effectivement, les environnements sont tous différents. On a évoqué les aspects de communication. La communication, pour un RSSI, elle est
extrêmement, enfin, elle est essentielle dans son métier. Or, on ne communique pas de la même façon à son COMEX, à qui a priori on va essayer de dire quand même la vérité. On va dire autre chose aux journalistes. Hein. Si on se met à dire la vérité aux journalistes, on est mal parti là. Donc il faut savoir quel message que l'on veut faire passer pour ne pas détériorer l'image de son entreprise. Et puis il y a ce que l'on va dire à ses propres équipes en interne, qui est peut-être quelque chose entre les deux. On va rassurer effectivement à l'extérieur, on ne va pas paniquer non plus à l'intérieur, mais il faut que chacun dans sa mission qui lui reste à faire pour la résilience de la structure, il faut que chacun sache exactement et les bonnes informations qui lui sont nécessaires. Donc vous imaginez la complexité d'un point de vue com que ça représente, et on demande ça à quelqu'un qui a priori a suivi un cursus purement technique. Vous voyez là, le minimum, là aussi, c'est de faire que chaque RSSI aille suivre une formation continue dans le domaine de la communication, et en lui expliquant quels sont les différents publics cibles auxquels il aura affaire. Ben justement, malheureusement, le volet communication, c'est ce qui manque énormément. Et même certains qui pensent que le RSSI, c'est le garant qui maîtrise les firewalls ou les pare-feux, qui sait techniquement retrouver le bug ou la faille du hacker, etc. Alors que dans la cybersécurité, il y a quand même beaucoup d'autres volets. Je pense qu'ils ont été évoqués et qu'on va encore évoquer dans l'après-midi et demain. Insata, peut-être tu voudrais ajouter quelque chose, parce qu'après je me réserve 2 questions pour détendre un peu l'atmosphère. Et là, je suis ravi parce qu'on a rattrapé un peu le retard, donc je vais pouvoir prendre des questions de l'audience. Insata. Alors, que dis-je du RSSI, je pense que tout a été dit par Joël et mon collègue. Alors, moi, je vais peut-être militer en tant que femme. Il y a des femmes dans la salle. J'invite beaucoup les femmes à être dans les métiers de l'IT, et notamment RSSI. Pourquoi? Parce qu'on est sous-représenté, donc on a 12, je dirais, c'est quoi, 10%, moins de 10% de femmes dans l'IT, et RSSI encore moins. Donc mon dernier mot, c'est de demander aux femmes aussi de rejoindre le métier qui est un métier certes stressant, qui demande beaucoup on va dire, de temps, mais c'est surmontable. Donc je vois dans la salle qu'il y a des femmes, je vous invite à devenir aussi des RSSI. Voilà. Très bien, merci Insata. De toute façon, un clin d'œil à Madame Rita Slaoui, malheureusement, qui a eu un pépin ce matin, donc il n'a pas pu se joindre à nous, et qui a justement lancé l'association Women for Cyber Africa. On peut l'applaudir, oui, en effet. Alors, avant de prendre des questions de l'audience, j'ai 2 petites questions pour vous, Monsieur Younes. Vous êtes le seul RSSI présent en action. Alors, la première question... Non, c'est pas une question fermée, ouverte, pardon, fermée. Voilà, alors la question, j'aimerais bien que vous nous racontiez la pire situation que vous avez vécue en tant que RSSI. Alors, il n'est pas préparé, donc je le surprends. Ah, c'est du freestyle, mais voilà. Effectivement. Bon, il y a une situation, en plus c'est récent, une gestion de crise. Oui, effectivement, je suis récent dans l'entreprise, donc il va falloir très vite rassembler, lancer la cellule de crise, lancer les investigations sur des outils que je ne maîtrisais pas forcément. Parce que mais voilà, c'est aussi une composante, je pense, qui est importante, cette capacité d'adaptation et cette capacité aussi à être en mode leadership pour pouvoir déléguer, faire confiance à ses équipes. J'ai une équipe aujourd'hui d'une vingtaine de collaborateurs. Plus de 50% sont des femmes dans mon équipe. Et finalement, donc il faut s'en poser sur ces équipes pour pouvoir gérer. Mais pour revenir à la question du stress, 10 fois en fait, la crise elle peut survenir sur des éléments que vous ne gérez pas forcément. C'est pas un firewall qu'il faut toucher, etc. Ça se passe à l'extérieur de l'organisation. Et là, vous vous sentez
démunis, vous n'avez pas de levier parce que soit il est un peu trop tard parce que il s'agit d'une divulgation de données, ils sont là-bas les données, maintenant il faut gérer. On ne peut pas récupérer, mais on peut gérer la crise, la communication, les aspects que vous avez évoqués, etc. Et donc la crise est toujours un moment de panique. Pas de panique, il ne faut pas paniquer, d'accord. Mais c'est un moment pour le RSSI où il est confronté à ses pires cauchemars. Justement. En tant que RSSI. C'est comme voilà, si on panique, voilà, c'est quelque chose qu'on sait faire, on ne sait plus le faire, quoi. Donc, oui, vous perdez le contrôle. Vous perdez le contrôle, mais ça, il ne faut pas. Mais en même temps, vous n'êtes jamais dans la routine. Vous vous réveillez le matin, vous ne savez même pas comment votre journée va se passer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pourquoi il ne faut pas paniquer? Parce que, comme j'ai dit, le RSSI n'est pas tout seul. Il a des équipes qui gèrent des choses. Si vous paniquez, vous perdez l'équipe. D'accord? Donc, c'est là où il faut s'exercer. La partie non-crise, comment vous l'avez appelé, la gestion du non-stress ou quelque chose comme ça, c'est là où il faut s'exercer, il faut faire des exercices pour qu'on soit prêt le jour J. On fait des PRA, des PCA, et on fait des simulations d'attaque, on fait des choses comme ça. Pourquoi on le fait? Pourquoi on demande du budget pour le faire aussi, etc., etc., pour pouvoir être prêt et démontrer qu'on est prêt le jour J. Mais finalement, même si on est prêt, ça reste quand même un cauchemar. Toujours. Moi, j'aimerais rajouter un point. On fait des tests PRA, PCA, plus sur la partie disponibilité. Alors, probablement dans l'audience, c'est pas tout le monde qui ne pas être familiarisé avec PRA, PCA. Donc, plan de continuité et de reprise d'activité. En général, on fait beaucoup de tests de continuité et de reprise d'activité, et non des tests de reprise de continuité sur la partie sécurité. Je m'explique. On fait beaucoup de tests sur la disponibilité, on éteint tout, on revient, on redémarre et l'activité repart. Mais de mon expérience, il n'y a pas beaucoup de tests qui sont faits sur tout ce qui est intégrité de la donnée, sur tout ce qui est fait sur les ransomware, comment je reprends l'activité après une attaque cyber. Ces exercices ne sont pas assez faits dans les entreprises. Donc peut-être une des recommandations, ce serait aussi d'identifier des scénarios d'attaque, les tester à intervalles réguliers, et puis le reprendre, je ne sais pas, avec on va dire des experts aussi, hein, parce que tout à l'heure vous avez parlé de SOC, voir avec les entreprises qui opèrent sur votre système, les impliquer aussi dans le plan de reprise et de continuité d'activité. Très bien. Alors, je reviens à ma promesse. Bon, j'avais une question, mais là, je vois que le temps, il presse, donc je la garde pour moi. Je la poserai tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Ah! Bonjour, donc je me présente, M. Hussein Kounedi, le responsable de sécurité des systèmes d'information au ministère de l'Éducation nationale. En même temps, je suis président du Centre africain cybersécurité, membre institutionnel de ICT africain. Donc nous participons à beaucoup d'événements et ça me fait plaisir de participer avec vous et d'animer quelques questions qui sont importantes. Comme vous le savez, n'importe quelle table ronde sans questions, c'est-à-dire la note sera un peu moyenne. Mais il faut qu'on pose un peu des questions pour enrichir un peu pour l'audience et d'expliquer pas mal de mots techniques que vous avez utilisés. Donc, suite aux intervenants qui sont là aujourd'hui, c'est M. Falahi par exemple, c'est le RSSI, il a beaucoup parlé sur tout ce qui est le secteur privé. Donc moi je présente le secteur public, donc sur la recommandation de RSSI, tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui, mais aujourd'hui, c'est quoi la position de RSSI par rapport à l'administration publique, qui n'a pas de moyens, mais il est en train de défendre le secteur sécurité, cybersécurité, la sensibilisation. On n'a pas le même contexte, même au niveau marocain. Lorsqu'on parle sur le RSSI, sur le contexte international, ce n'est pas la même chose que le contexte marocain. Lorsqu'on parle sur la nomination du RSSI, soit attaché à la DSI ou bien attaché à la DG, ce n'est pas la même chose que le Maroc. Donc il y a des choses qui sont très claires aujourd'hui. Même Madame, je pense,
INSATA. SATA. Il a recommandé les femmes d'être RSSI. Moi, à leur place, je ne vais pas la recommander. Parce qu'il y a la gestion du stress, vous avez parlé. Si une RSSI, il va pas dormir, il a la peur, il est enceinte, par exemple. Alors, excusez-moi, c'est juste la question. La question. Donc, c'est ça la question. Donc, comment... Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment, premièrement, vous avez parlé de la loi 0908, mais on a peu parlé de la RGPD. La question qui se pose à notre expert qui est venu de l'étranger, c'est quoi la différence aujourd'hui entre la loi 0908 et la RGPD en matière de la mise en place? Est-ce que ce n'est pas le moment de remarier les deux lois-là pour qu'on reste d'une façon normalisée dans cette perspective? La question, elle est à vous. Et merci. Ina, tu veux répondre? Alors, excusez-moi, justement pour qu'on maîtrise le timing, donc là il y a une question, vous allez regarder, on va prendre une deuxième et comme ça on va répondre aux deux. Oui. Est-ce qu'il y a une deuxième question dans la salle? Parce que là on est contraint de libérer la salle à 13h30, donc c'est ça. Si on peut faire vite un peu. Allez, une deuxième question. Eh ben donc on... Ah, il y a S'il y a le stress, la difficulté, le positionnement, quel est l'intérêt d'être RSSI Une très bonne question. Très bonne question. Franchement, je demande d'applaudir. Alors pour la première, un éclairage sur la loi 0908 et RGPD, mais en tout cas il y aura d'autres thématiques peut-être pour approfondir, mais si vous pouvez déjà donner une première aperçu. En fait pour moi toutes les lois de protection des données à caractère personnel, ils sont un peu similaires, c'est quasiment la même chose. Ce qui n'a pas été dit, mais je pense que c'est intéressant, que c'est la loi 0908 au Maroc, il existe depuis très longtemps, ça s'appelle l'article 24 de la Constitution marocaine. Toute personne a le droit à la protection de sa vie privée, et donc là, on englobe tout ça. Donc là-dessus, c'est très bien. Mais je pense que c'est le cas aussi pour pas mal. Alors sur les dispositions de la loi 0908, que ce soit la finalité, la laïcité, la proportionnalité, la durée de conservation, les droits à la personne, etc. Je parle sous le contrôle de nos chers collègues. On retrouve tous ces éléments-là dans le RGPD. Le RGPD ramène un petit peu quelques d'autres articles, notamment la nomination officielle d'un DPO. Donc là, ça commence à venir. Un petit peu plus le focus sur la partie Privacy Impact Assessment. Mais là-dessus, il y a eu en 2020 une délibération sur l'analyse d'impact sur la vie privée. Et finalement, on se retrouve avec quelque chose de similaire. Peut-être une différence, c'est peut-être l'amende. C'est ça, les 4%. Qui est quand même assez colossal côté RGPD. Très bien. Et pour la deuxième question? Pour la deuxième question, je devais à la base être militaire, mais finalement voilà, j'ai pas réussi mes examens. Non, finalement, c'est la passion, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez que ça se passe bien pour vous, vous pouvez. Vous pouvez aussi, vous pouvez faire comme plein d'autres, c'est-à-dire que voilà, vous déroulez un process. Et quand l'heure est là, c'est que c'est l'heure de partir. Et puis voilà. Et quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas RSSI. Et bien sur cette belle phrase, c'est l'heure de partir. Justement, on me fait le clin d'œil. Je voulais répondre juste à monsieur pour les femmes. C'était juste pour dire à monsieur, les femmes, en général, on gère le quotidien. Donc notre vie est rythmée aussi par le stress, l'organisation de la maison. Voilà, je ne vais pas toutes les citer. Mais par principe, on gère au quotidien les risques. Donc on gère aussi la maison. Donc c'est pas devenir RSSI en tant que femme, c'est pas insurmontable pour une femme, puisque c'est déjà inné à la femme de faire plusieurs tâches. Et donc oui, il y a un peu de stress. On a souvent le stress quand on a nos enfants qui sont malades,
On a le mari qui est malade aussi, parce qu'il ne faut pas que j'oublie cette partie. On a tout à gérer. Donc, qu'on soit RSSI ou femme au foyer, je ne dis pas c'est la même chose, mais c'est le même quotidien. Donc, ce n'est pas surmontable pour une femme.